Comment parle un robot, c'est en fait le titre d'un livre que je viens de publier aux éditions du Bélial. Donc si vous tapez sur internet Comment parle un robot, édition du Bélial, vous tomberez très très vite dessus. C'est pas un livre de science pure et dure, c'est plutôt un livre de vulgarisation. Donc c'est la première fois que je le présente et mes slides en gros correspondent à peu près au contenu. Alors, je vais commencer par reprendre l'affiche parce que je la trouve intéressante sur plein d'aspects. Comment parle un robot? Donc déjà, c'est quoi un robot? C'est pas forcément évident pour tout le monde. Vous connaissez forcément les robots qui travaillent dans les usines de montage automobiles, par exemple, Renault, Peugeot ou autres. Ils ont tous des robots qui servent dans les chaînes de montage, qui peignent, qui assemblent, qui ajustent un petit truc, un écrou, etc. Essentiellement, ce sont des bras. Ils sont programmés pour faire une tâche et une seule, et ils s'en écartent quasiment jamais. Éventuellement, ils ajustent un tout petit peu un geste, mais ils ne font pas plus que ça. Donc ce sont des robots, on va dire, relativement basiques par rapport à d'autres qu'on va voir un peu plus tard. En tout cas, ils ne parlent pas. Un autre type de robots, ce sont les robots qui, par exemple, aident à porter des matériaux lourds pour l'armée, ce genre de robots-là. Donc eux, ils sont déjà un petit peu plus complexes parce qu'il faut qu'ils avancent sur un terrain qu'ils ne connaissent pas a priori. Un robot dans une usine de montage automobile, il connaît tout. Il connaît exactement là où il doit faire la tâche qu'il doit faire. Un robot qui avance sur un terrain hostile, par exemple, il ne connaît pas a priori les creux et les bosses, et donc il faut qu'il regarde son environnement pour trouver la bonne action à réaliser, même si c'est juste avancer un peu plus loin. Donc dès qu'on arrive à ce niveau-là, il y a la notion d'autonomie qui intervient, et en tout cas la notion de tirer parti de son environnement. Un troisième type de robot, par exemple, c'est les aspirateurs que l'on peut acheter maintenant, une espèce de galette un peu ronde et qui parcourent les sols de vos appartements et maisons. Et ceux-là, ils sont autonomes, ils bougent, ils sont mobiles, et en plus, ils arrivent à apprendre au fur et à mesure qu'ils explorent, donc ils ont une capacité à apprendre. Qui n'est pas forcément le cas de tous les robots, donc ils avancent un petit peu en capacité. Mais par contre, ils ne parlent pas encore. Et puis on arrive à ces choses-là, celui-là et celui-là. Donc celui-là, c'est un robot qui paraît un peu simple, dans la mesure où on reconnaît vaguement un corps, une tête, et puis avec une main. N'empêche qu'il commence à avoir une apparence de quelque chose qui pourrait être un interlocuteur, c'est-à-dire de quelque chose à qui on aurait envie de parler, alors que le bras dans les usines Renault ou le robot aspirateur, on n'a pas forcément très envie de leur adresser la parole parce qu'ils n'ont pas une apparence qui le permet. Celui-là, oui. Donc c'est simpliste dans le sens où il a des grands yeux, une grosse tête, et puis on voit que le corps a l'air relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément capable de produire énormément de gestes, de mouvements, contrairement aux robots qui peignent les carrosseries de voitures qui sont capables de rotation dans tous les sens. Lui, on imagine qu'il n'en a pas beaucoup. Mais par contre, s'il parle, c'est déjà une capacité intéressante. Et puis alors, on arrive à celui-ci, qui en fait est un robot humanoïde. Et humanoïde dans le sens où son apparence est faite pour ressembler à la nôtre. Donc on peut imaginer qu'il fait environ 1,50 m ou peut-être 1,70 m, ou peut-être même un peu plus, qu'il est capable de marcher, puisqu'on voit que les jambes sont articulées, il est capable de faire des gestes avec les bras, ce qui est bien pratique quand on parle des objets qui nous entourent. Parfois, on fait un geste. Donc si un robot non seulement est capable de parler, mais en plus de faire un geste avec ses bras, on arrive à une interaction qui ressemble de plus en plus à l'interaction humaine, c'est-à-dire à l'interaction entre
deux humains comme on en a l'habitude. Donc voilà un petit parcours de cette image pour introduire un petit peu ce que c'est qu'un robot. Alors là, pour l'instant, la tête bleue, là, la tête de robot, on ne voit pas la bouche parce qu'on ne sait pas encore comment il parle. Ça va être un peu l'objet de cette présentation. Puis à la fin, je l'espère, vous aurez une idée de comment un robot peut parler. Alors, je vais commencer avec deux exemples super emblématiques que normalement vous connaissez tous, qui sont issus de films de science-fiction. Le premier à gauche, c'est Terminator. Alors c'est une image qui est tirée, alors c'est peut-être même l'affiche du film, donc du tout premier, qui commence à dater, puisque si je ne me trompe pas, il est sorti en 1984. C'est Schwarzenegger, vous l'aurez reconnu. Et ce robot, il a une tâche très carrée, très simple. Il doit tuer Sarah Connor. Pour ce faire, on l'a doté de toutes les capacités qui peuvent lui permettre d'atteindre son but de la façon la plus efficace et rapide possible. Et il se trouve que les concepteurs ont mis dans ce robot donc la capacité évidemment de courir, donc de se déplacer, y compris dans un environnement qu'il ne connaît pas. Donc il a la capacité de tirer des informations de son environnement et de les exploiter dans sa capacité à bouger et à accomplir sa tâche. On imagine sans peine qu'il est capable de tirer au pistolet et plutôt bien. Il ne va pas louper sa cible, a priori il est programmé pour ça. Donc voilà. Et alors les concepteurs l'ont doté également de la parole. C'est-à-dire que même s'il ne parle pas beaucoup, il n'y a pas énormément de dialogue dans le film, n'empêche qu'il est capable de parler, ce qui quand même est bien utile, puisque au début du film, il demande des vêtements, comme ça il passe un peu plus inaperçu. Ensuite, il demande son chemin à des passants. Il arrive devant une porte et il demande à la personne qui lui ouvre si elle est Sarah Connor. Donc toutes ces actions-là lui permettent d'atteindre sa tâche. Et pour ce faire, c'est par la parole qu'il le fait. Donc le langage, et en l'occurrence le langage humain, même s'il s'agit d'une machine, il parle avec le langage humain et pas dans un langage de programmation comme Java, Python, C ou C++, parce que là personne ne comprendrait rien, enfin à part les informaticiens. Donc il parle le langage que nous parlons et il le maîtrise au point que quand il parle, les interlocuteurs ne se disent pas « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il parle bizarrement, je ne comprends pas les mots qu'il emploie, je ne comprends pas ses tournures de phrases, donc c'est louche ». Le Terminator, au contraire, son but, c'est quand même de passer assez inaperçu pour arriver à atteindre Sarah Connor sans se faire arrêter avant. Le deuxième exemple est issu de Star Wars. Alors là, il apparaît dans tous les Star Wars, et en particulier dans le Retour du Jedi. Il y a une scène où les protagonistes se retrouvent sur la planète des Ewoks. Les Ewoks sont des espèces de petits nounours, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sont en train de les entourer, donc le petit groupe où il y a C3PO, Luke Skywalker et Han Solo, et ils parlent entre eux leur propre langue, que personne ne comprend, sauf C3PO. Parce que C3PO, et à ce moment-là, il le dit, et même il le dit, il insiste un petit peu, il dit « je connais 6 millions de formes de communication, et donc, évidemment, je comprends très bien ce que les Ewoks sont en train de se dire les uns aux autres. » Donc, Terminator, a priori, ne connaît que l'anglais américain, en tout cas, on peut imaginer ça. C3PO, lui, au contraire, il y a des chances qu'il connaisse toutes les langues humaines et extraterrestres. Donc, alors on le présente comme un droïde de protocole, et en particulier, c'est un traducteur automatique en soi. En tout cas, c'est un traducteur automatique qui est incarné
par une machine à l'aspect humanoïde. Mais à l'aspect humanoïde bien différent du Terminator, parce que C3PO n'a pas besoin de passer inaperçu dans une foule. Donc ces deux exemples vont me servir un petit peu tout le long, et j'y reviendrai à la fin, parce que finalement, ce qui les distingue énormément, c'est pas la parole, puisque les deux sont capables de parler et d'écouter des humains, de les comprendre et d'interagir avec eux, mais ils le font de manière complètement différente. Là où le Terminator a une voix rugueuse, sèche, un peu désagréable, et emploie des phrases très courtes, où en gros il va droit au but, C3PO, lui, au contraire, a une intonation un peu chantante, et puis il n'arrête pas de faire des phrases, et il en rajoute, et ça dure des plombes. Et donc, on peut dire que ces deux robots ont la parole, mais ont aussi des personnalités langagières différentes. Alors, je vais faire un petit panorama des robots et des intelligences artificielles, puisque il y a des machines parlantes qui ne sont pas forcément des robots. Donc dans ce cas-là, on va parler plutôt d'IA au cinéma. Mais alors juste avant, le but de ce panorama, c'est de vous montrer qu'il existe quand même un décalage entre l'image du robot parlant dans la science-fiction et le robot parlant en vrai. Alors peut-être que vous connaissez l'un ou l'autre de ces trois robots. Nous avons ici Pepper à gauche, que l'on peut trouver dans des aéroports, on en voit parfois, enfin, qui ont pour but de vous divertir, en gros de vous faire un peu attendre de manière un peu plus agréable, et donc qui répètent des phrases préenregistrées, qui essayent d'entamer un dialogue avec vous, mais en général ça va jamais très très loin. En général, soit il vous met une musique, soit il se met à faire une petite danse. Enfin, en gros, il fait une action pour laquelle il a été programmé à l'avance, et il ne tire pas énormément parti de son environnement, c'est-à-dire de vous, de ce que vous lui dites et de ce que vous attendez de lui. Et on a ici Nao et Romeo, qui sont des robots de SoftBank Robotics, qui sont conçus, donc eux aussi, donc en fait on appelle ça des robots sociaux, hein. Ils sont conçus pour parler avec vous, pour vous tenir compagnie, que vous soyez un enfant, un adulte, une personne âgée. Alors ils sont particulièrement faits pour les enfants et les personnes âgées, mais pas que. En particulier, Roméo, à la base, le but, c'est qu'il soit capable de suivre une personne très âgée, voire de la porter si besoin, par exemple de l'aider à monter un escalier, de lui rappeler qu'il faut s'hydrater, qu'il faut boire de l'eau. Donc ça, c'est une phrase type qui est préenregistrée dans Roméo. Et à chaque fois qu'on entretient un dialogue avec lui, si par hasard on utilise le mot eau, hop, il va dire il est important de s'hydrater. Donc on reconnaît bien une phrase préenregistrée à l'avance. Nao, lui, sert parfois dans des écoles pour des animations, puis pour montrer un petit peu aux enfants ce que c'est que la communication avec un robot, quel objet c'est aussi. Et il sert aussi dans des expérimentations avec des enfants autistes. Donc comme quoi ça peut aller quand même très très loin. Le panel est assez large. Et donc, bon, très clairement, ces robots-là sont capables de saluer, donc ils disent bonjour. D'ailleurs, en général, ils le redisent, voire 2, voire 3 fois, parce que ils n'ont pas forcément perçu qu'on avait vu qu'ils étaient là, on avait entamé un dialogue avec eux, et donc ils se répètent. La répétition est une caractéristique que l'on retrouve dans chacun de ces robots. Et puis, ils ont des phrases types « Que veux-tu que je fasse ?» et « Il est important de s'hydrater » ou des choses comme ça. Donc, très clairement, il y a un décalage entre ces C3PO, par exemple, et ces robots-là. On sent bien qu'ils n'ont pas les mêmes capacités à parler que les robots de la science-fiction. Mais alors, justement, c'est quoi ces capacités à parler? Comment elles ont commencé? Qu'est-ce qu'on a pu voir en science-fiction qui a fait qu'au
aussi, en tant que chercheur, on est un petit peu... on a une image de la machine qui parle, qui vient de la science-fiction, qui nous a inspirés. Une première apparition d'un robot à forme humaine, hein, androïde ou un robot anthropomorphe, c'est Maria dans le film Metropolis de Fritz Lang en 1927, donc ça date pas d'hier. On a, alors beaucoup plus caricatural, le premier robot capable de traduction automatique dans le cinéma, enfin je crois, en tout cas à ma connaissance, qui apparaît dans Planète Interdite, donc Robbie le robot, c'est très simple comme nom. Et donc ce robot dit que si vous ne parlez pas anglais, je suis à votre disposition avec 187 autres langues, leurs divers dialectes et idiomes. Donc on est encore un peu loin de ces 3 PO, mais sur le principe, on y est exactement. C'est un robot doté de la capacité à comprendre et à parler les langues humaines, et là, en l'occurrence, 187. Pour donner quelques petits repères, sur Terre, actuellement, on parle 7000 langues environ, ce qui ne tient pas compte des dialectes et idiomes. Enfin, en tout cas, c'est très difficile à compter, mais disons qu'il y a environ 7000 langues. Dans la plupart des cas, et c'est le cas pour nous en France et puis même en Europe, pour un pays, il y a une langue parce que historiquement, il se fait que parmi les dialectes, il y en a un ou il y en a une forme qui a été prise comme repère et comme langue pour tous les textes de loi, pour tous les textes un petit peu officiels, et donc ça devient la langue du pays. Mais il y a des pays, par exemple en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où il y a énormément de langues différentes. C'est pour ça qu'on arrive à 7000, ce qui est beaucoup plus que le nombre d'États dans le monde. Bref, forcément, un robot tel que celui-ci, c'est-à-dire un traducteur automatique, et donc un robot qui sert d'interprète dans les conversations entre des humains issus de peuplades de pays qui ne sont pas les mêmes, serait très très utile. Alors, un exemple très emblématique, cette fois non pas de robot mais d'une intelligence artificielle. Alors, est-ce que HAL est un robot ou pas? La question est vaste. Bon, on va dire que, en tout cas, il s'agit d'une machine à langage, d'une machine qui est capable de parler et de comprendre la parole, et même beaucoup plus que ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont revu le film la semaine dernière. En tout cas, cette IA, elle est assez impressionnante parce que non seulement elle est capable de dialoguer avec les membres humains de l'équipage, donc à savoir Frank et Dave, elle est capable de parler avec eux de tout et de rien, par exemple de la partie d'échecs qu'ils sont en train de jouer. À un moment, il y a Dave ou Frank, je ne sais plus, qui fait un dessin, un crayonné, et Hal reconnaît la personne qui est dessinée et félicite Dave de son dessin. Donc, elle arrive à parler de quelque chose, d'une œuvre d'art, un dessin en l'occurrence. Hal est capable de gérer les équipements du vaisseau spatial, donc c'est peut-être là que réside son aspect robotique. Et puis, Hal est capable de parler, mais alors en plus avec émotion. C'est quelque chose qui est flagrant dans le film, c'est que autant les personnages humains que sont Dave et Frank procèdent aux tâches qu'ils doivent faire, ils le font de manière assez robotique finalement, parce qu'ils sont assez froids. Jamais on les voit en train de sourire ou de rigoler, ça n'arrive pas une seule fois. Alors, et donc ils sont, voilà, on les voit comme des êtres très très froids. Pour prendre un exemple, un jour c'est l'anniversaire de l'un d'eux, et donc on lui passe un petit film où il y a ses parents qui lui souhaitent
son anniversaire, il ne dit strictement rien, il ne fait pas un sourire, il dit rien, comme si ça ne le touchait pas. Et Hal, à contrario, lui, a l'air d'être plein d'émotions, a l'air de ressentir un certain nombre de choses, même avant la scène où on le déconnecte et où là, il se met presque à pleurer, quoi. Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, on le ressent un petit peu en tant que tel. Donc, Hal a la parole, mais en plus arrive à transmettre par la parole des émotions, ce qui n'était pas le cas des machines que l'on a pu voir au cinéma auparavant. Alors après, je fais un petit saut. Donc en 1979 avec le premier Alien, donc de Ridley Scott. Et j'espère que vous l'avez vu, parce que là, c'est un petit peu un spoiler. Mais bref, il y a un membre de l'équipage qui est un robot et on ne le sait pas. Au début, en tout cas, on ne le sait pas. Et ce robot se comporte de manière tellement humaine qu'on ne détecte pas que c'est un robot, sauf évidemment à un moment où il se trahit et puis il y a un combat et hop, il perd le combat et il devient cette espèce de tas de tuyaux avec des liquides qui coulent un peu de partout. Alors on peut imaginer que ce sont des lubrifiants ou autres. Il y a aussi des fils électriques qu'on ne voit pas forcément là, mais il y a des fils électriques puisqu'ils arrivent à le réanimer pour quelques secondes pour lui parler avant qu'il ne meure. Et donc, on arrive à la thématique qui a été largement exploitée au cinéma du robot qui se fait passer pour un humain. Et pour ce faire, c'est forcé, il faut qu'il soit doté de la capacité de comprendre la parole humaine et de parler exactement comme un humain. Donc, c'est-à-dire d'arriver à trouver ses mots, à construire des phrases, et en plus des phrases qui font sens, et qui plus est, à dire des choses qui sont pertinentes au moment même où on en parle. C'est-à-dire que, par exemple, ce robot est capable de tenir la discussion à un moment où les membres de l'équipage, donc du Nostromo, sont en train de parler des primes qu'ils vont peut-être arriver à toucher s'ils s'arrêtent sur la planète où réside Alien. Donc, en gros, là, c'est le degré ultime de capacité à parler, c'est le faire tellement bien qu'on se fait passer pour un humain. Et alors, pour ceux qui ont vu la fameuse scène finale où il meurt, il meurt en disant, en gros, je vous souhaite bonne chance pour tuer Alien. Et il le dit avec un petit sourire très narquois et on sent que sa phrase est pleine d'ironie. Donc lui aussi est capable de rendre des émotions par la parole, mais alors même un peu plus que ça, c'est-à-dire de manipuler en quelque sorte son interlocuteur par la parole. Toujours de Ridley Scott, 3 ans plus tard, sort Blade Runner, où on retrouve le même principe de robots à l'apparence humaine et qui se fondent dans des foules humaines, dans des villes humaines, qui en plus ont quelques capacités supérieures en termes de motricité, de résistance à la chaleur, etc. Parce qu'ils ont des fonctions qui sont liées à un travail dans des conditions extrêmement dures où les humains ne pourraient rien faire parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il faut plus de force, etc. Et ces fameux, donc les réplicants, donc là on en voit 2 ici, Roy et Zora, ont tous la capacité de comprendre la parole humaine et de parler. Et là où c'est intéressant, c'est que le film va un tout petit peu plus loin que le précédent, qu'Alien, où il y avait le même thème. C'est que pour détecter que ce sont des réplicants et non pas des humains, les Blade Runner, donc en gros les flics et exécuteurs, font passer un test au robot
Et dans ce test, c'est en fait une série de questions qui sont conçues pour amener une réponse émotive. Et c'est en regardant à quel point la pupille se dilate, et même si le robot devient un peu, enfin le robot ou la personne se met à avoir la voix qui tremble, par exemple, ou ce genre de signaux faibles, que le flic dit bon bah là c'est un humain alors que là c'est un répliquant, et donc si c'est un répliquant, bon bah il va l'exécuter. Donc voilà, c'est typiquement un moyen de parler de science grâce à un film, parce que peut-être que vous connaissez tous le test de Turing, qui est un test imaginé donc par un scientifique du nom de Alan Turing dans un article qu'il a écrit en 1950, où il imagine un test. En gros, on se met face à un interlocuteur avec qui on communique via un clavier. On tape des messages, donc, et son interlocuteur tape des messages en réponse. Et on ne sait pas si on a face à nous un humain ou une machine, ou une IA. Et rien qu'en parlant, en dialoguant, le but du test, c'est en gros de donner des phrases un peu piégeuses, enfin de poser des questions un peu difficiles, de manière à identifier si on est en train de dialoguer avec un humain ou une machine. Et ben, le test de Voight-Kampff imaginé par Ridley Scott, c'est exactement le pendant du test de Turing, mais pas uniquement pour les capacités à parler et à répondre, mais en plus pour les capacités à parler et à répondre en faisant preuve de la gestion des émotions des deux interlocuteurs, de soi-même et de l'autre que l'on a en face de soi. Alors un petit aparté pour vous montrer un exemple de ce que ça pourrait donner en vrai un répliquant ou un robot comme dans Alien. Donc là, vous avez une photo avec un roboticien japonais qui s'appelle Ishiguro, qui est très connu pour ça parce qu'il fait le tour du monde avec son robot. Et donc son robot, vous l'avez compris, il l'a fait à sa propre image. Alors en fait, ce n'est pas un robot, c'est un automate, c'est-à-dire qu'il est programmé pour faire un certain nombre de choses et il ne le fait absolument pas de manière autonome. Donc en gros, Ishiguro tape en ligne de commande quelque chose qui est maintenant dit telle phrase, et puis le robot prononce la phrase, mais c'est totalement commandé. Et alors, bon, je pense que vous n'aurez eu aucun mal à distinguer quel est l'humain, quel est le robot. Je pense que c'est assez flagrant. Mais cette photo a justement un double but. Le premier, c'est de montrer qu'il est extrêmement difficile dans les sciences réelles de concevoir un robot à l'image humaine, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font complètement artificielles. Alors, ce qui arrive en premier, c'est les yeux et le regard. Faire un regard de robot qui ait l'air d'un regard humain, c'est mission impossible. En tout cas, c'est extrêmement dur. À la rigueur, il faudrait mieux qu'il ait des lunettes de soleil, comme ça au moins on ne verrait pas ça. Mais même sans le regard, on voit bien que la mâchoire, par exemple, ne ressemble pas exactement à une mâchoire humaine. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un humain a des milliers de muscles. Et que quand on essaye de concevoir un robot donc avec de la mécanique, avec des micromoteurs, des petits moteurs, avec des bras qui peuvent être en métal, en alliage, en je ne sais quoi, il est
évidemment extrêmement difficile de reproduire le fonctionnement de plusieurs milliers de muscles. Donc on est obligé de simplifier, donc de n'en garder que quelques-uns, et du coup ça donne cet aspect un peu artificiel. Et alors le deuxième point, c'est illustré par une notion qui s'appelle la vallée de l'étrange, ou la vallée dérangeante, qui est que en robotique, si on conçoit un robot à l'image de l'homme, plus on va chercher à s'en rapprocher, donc plus on monte sur cette courbe, c'est-à-dire en gros plus on va de gauche à droite, plus on cherche le réalisme, plus on va avoir un comportement face au robot qui ressemble au comportement qu'on a face à un humain, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'empathie par exemple. Et puis, il y a, et ça marche même pour un robot genre la tête à Toto, parce que il y a un simulacre de tête avec deux yeux, comme sur l'image du festival avec l'exemple que je donnais au début, avec le robot avec une grosse tête et deux gros yeux. Ça nous suffit presque pour que ce robot-là soit un interlocuteur valable pour nous. Mais évidemment, plus on augmente en réalisme, et mieux c'est, plus on va arriver à se mettre à la place du robot, plus on va arriver à imaginer ce qu'il ressent, à dialoguer avec lui de manière spontanée. Et puis, il va y avoir un moment où la courbe va chuter d'un coup, parce qu'on se sera rapproché tellement du genre exactement comme ici, que la différence qui reste, si minime soit-elle, est perturbante. Et du coup, la courbe fait un creux. Et typiquement, le robot d'Ishiguro, il est exactement au niveau du creux. C'est-à-dire qu'il commence à ressembler très fortement à une personne, mais on perçoit la différence et du coup, on est dérangé. Donc voilà, ça c'est un phénomène que vous pouvez retenir parce que il a des conséquences. Il a que finalement, le but ultime, ce n'est peut-être pas de construire un robot à l'image de l'homme, c'est de construire un robot qui ressemble suffisamment à une personne, donc une tête et des yeux, une bouche, pour que ça en fasse un interlocuteur valable. Et du coup, c'est pourquoi on a, typiquement, tout à l'heure, je prenais cet exemple de Nao, on a exactement ce phénomène-là. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas le réalisme, on cherche juste à être à un niveau assez bon dans cette courbe-là. Et donc, on a deux grands yeux. Alors, il se trouve que, et c'est vrai aussi pour Paro, donc ça, c'est un bébé, un robot à forme de bébé phoque. Les roboticiens aiment bien des robots avec des grands yeux, une tête ronde, parce que ça rappelle un enfant. Et donc, si ça nous rappelle un enfant, si on a l'impression de parler à un enfant, on va être bienveillant. Beaucoup plus que si on a face à soi un Terminator. Vous imaginez bien. Et donc, en 1986, il y a un film qui a été un peu oublié, mais que je vous recommande, qui s'appelle Short Circuit, où on voit ce robot, donc, qui à la base est un robot de l'armée américaine, qui prend un bon coup de foudre et qui prend vie, en fait, qui devient un robot intelligent avec une conscience. Et au début du film, il parlait de manière un peu comme ça. Je suis le robot qui est capable de faire ça, de transporter des armes sur le terrain, etc. Donc avec une voix monocorde, monotone, une intonation plate, et quand il prend son petit coup de foudre et qu'il devient intelligent, il se met à avoir une voix beaucoup plus humaine. Et il se met à interagir avec des personnages, et donc en particulier celle-ci dont je ne me souviens plus de son nom, Stéphanie, je crois.
Et là où il y a un point aussi qui est intéressant, c'est que une fois qu'il a pris vie, ce robot est avide de connaissances. Et il n'arrête pas de dire la phrase « demande info ». Il veut le maximum de choses à apprendre et en particulier à lire. Et donc il y a tout un tas de scènes où on le voit qu'il prend un livre et qu'il le feuillette à toute allure. En gros, il a tout lu et il lit comme ça des centaines de livres à la suite. Et c'est comme ça que petit à petit, il devient de plus en plus humain. Donc voilà, ça met l'accent sur le fait que plus un robot est capable d'apprendre, plus il est susceptible de se comporter linguistiquement comme un humain, mais aussi, au passage, ça met l'accent sur un point qui est absolument essentiel, c'est que toutes nos connaissances, toutes nos encyclopédies, toute la Wikipédia, tous nos dictionnaires, toute notre histoire, en fait, sont sous forme de langage. Et donc, si on veut concevoir des machines qui soient capables d'exploiter notre patrimoine historique et culturel, il faut des machines qui soient capables de maîtriser nos langues. C'est indispensable. Et c'est exactement le cas de numéro 5, donc c'est le nom de ce robot dans le film. Johnny Five en anglais. Et puis alors après, avec l'essor de l'intelligence artificielle et des notions de conscience artificielle, en tout cas en science-fiction, on arrive à un film que je vous recommande aussi, Ghost in the Shell, donc en 1995, où on a le Major Kusanagi, je crois, son nom, donc, qui est le personnage représenté ici, qui est un robot, qui interagit avec des humains aussi bien qu'avec d'autres robots, Batou par exemple, pour ceux qui ont vu le film. Et alors il y a une scène en particulier dont j'ai tiré cette copie d'écran, où Kusanagi et Batou sont sur un bateau et puis elle fait une plongée sous l'eau et on sent qu'elle réfléchit et ils ont un dialogue sur le sens de la vie pour les robots qu'ils sont, sur ce qui fait d'eux des êtres à part entière. Donc voilà, on retrouve en gros de la philosophie chez les robots. Bon, alors ça, évidemment, en réalité, on en est un peu loin. Hein. Mais en tout cas, au cinéma, c'est un pas qui a été allègrement franchi. Et un exemple aussi assez marquant, bon, parce que c'est un Spielberg aussi, mais c'est le petit David dans IA, intelligence artificielle, qui est, donc pour ceux, s'il y en a qui n'ont pas vu le film, au début on voit un couple qui avait un enfant, mais l'enfant a des gros problèmes de santé, donc il doit être dans le coma, et ils cherchent à le remplacer. Bon, au final, ils se font convaincre de prendre un robot, et ils prennent un robot donc, de ce modèle-là, donc qui ressemble trait pour trait à un enfant, et au départ qui n'a pas de capacité émotionnelle, donc qui est juste un robot capable de parler, mais sans émotion, un petit peu comme les réplicants de Blade Runner, c'est-à-dire un robot qui passerait très bien le test de Turing, parce qu'il est capable de parler, de répondre aux questions quand on lui pose, mais qui ne passerait pas, par exemple, le test de Voight-Kampff. Bref, arrive une scène où la mère lance une procédure émotionnelle. Donc, je ne sais plus, elle a un nom, c'est un peu bizarre, enfin, c'est un code. Et d'un coup, le robot est capable d'aimer et on voit que ça change complètement son comportement. Voilà, ce qui veut dire que tout ce que nous disons est porté par ce que nous ressentons. Et c'est un petit peu ce que le film met en image. Et puis alors, plus récemment, donc en 2013, alors cette fois, c'est pas un robot, c'est une intelligence artificielle.
En plus, là, c'est caractérisé comme étant un système d'exploitation. Donc, Her, dans le film, le système d'exploitation prend le nom de Samantha et son utilisateur, Théodore, ici présent, la met en route et donc fait le choix d'avoir un système avec la parole et doué de tout un tas de choses qui relèvent du domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, on assiste à tout un tas de scènes où Samantha, donc bien sûr, est capable de dialoguer, puis même très très bien, est capable de montrer ses émotions, de comprendre les émotions de Théodore, mais en plus est capable, par exemple, de créativité. Il y a un moment où elle dit « Ah bah tiens, j'ai composé une chanson, est-ce que tu veux l'écouter ?» Et elle lui joue une suite de quelques notes. Donc voilà, c'est un petit peu le réservoir de tout ce que l'IA serait capable de produire, en tout cas ce que les chercheurs essayent de faire. Parce que, par exemple, créer de la musique, ça fait partie des compétences que certaines personnes aimeraient voir les machines faire. Et puis, bon, bah, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que l'humain tombe amoureux de la machine. Donc, comme quoi, bah, si les capacités linguistiques et émotionnelles sont suffisamment poussées, on peut imaginer qu'un humain tombe amoureux d'un robot. Bon, là, c'est un écran, donc c'est peut-être moins flagrant, mais en tout cas, le film rend ça très crédible et creuse bien la question. Et enfin, mon dernier exemple, c'est Ex Machina, qui est un film peut-être un peu plus difficile d'accès, enfin pas forcément en tout cas, qui continue à fond dans le côté IA capable de philosopher, capable de rendre des émotions, donc capable de faire en sorte qu'un humain qui va passer un peu de temps avec elle va tomber amoureux d'elle, enfin en tout cas va être sensible à un certain nombre de choses et va essayer de l'aider. Bon, c'est un peu le cœur du film, donc je ne vais pas en dire plus. Mais en plus, c'est une machine qui est capable de le manipuler, cet humain, de jouer un petit peu avec ses croyances, donc ce qu'on appelle les états mentaux. Ce que l'on croit, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et ben, si une machine arrive à identifier toutes ces choses-là, donc ce que l'on désire, ce que l'on croit, elle peut jouer avec ça et rien qu'en nous parlant, arriver à nous manipuler, comme le font d'ailleurs des humains qui sont très manipulateurs et qui du coup arrivent à manier la langue avec un certain talent. Ben là, c'est la machine qui y arrive. Voilà, donc ça c'était pour le panorama des machines parlantes au cinéma, robots et intelligence artificielle. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur un peu plus technique. Alors, je ne vais pas être très technique, mais un minimum. Donc déjà, on va imaginer comment ça se passe, comment fonctionne un robot parlant. Donc, on l'allume, il émet un message de bienvenue. Donc ça, c'est facile, il suffit d'avoir un message préenregistré avec le bonjour dans la langue de l'interlocuteur. On fait play et hop, le robot dit bonjour et le dialogue peut commencer. À ce moment-là, la machine, elle se met en état où elle attend. Elle attend que son interlocuteur humain dise quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être un simple bonjour, mais ça peut être une question, ça peut être quelle est la hauteur de la tour Eiffel, hein, comme on fait avec Siri ou Cortana. Je pense que vous connaissez tous ces chatbots, donc ces intelligences artificielles douées de langage, mais qui ne sont pas des robots. Et donc, elle se met en attente. Si rien ne se passe, c'est-à-dire qu'en gros, si l'humain, il reste quoi ?
il faut bien que la machine, elle essaye de lancer un dialogue et donc elle peut tenter une phrase. Et à ce moment-là, si on prend le cas de Roméo, il va dire « Que veux-tu que je fasse ?» Donc là encore, une phrase préenregistrée, mais qui a pour vocation non plus de saluer, mais de prendre la directive du dialogue, c'est-à-dire de prendre le pas sur l'autre pour que l'autre réagisse. Et donc le robot, à ce moment-là, se met en attente de la réponse de l'humain. Et on va imaginer que l'humain lui demande quelle est la hauteur de la tour Eiffel ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, le principe de base, ça va être que la machine soit capable de reconnaître automatiquement la parole, c'est-à-dire dans le flux audio qui lui arrive par un micro, elle va essayer de retrouver les mots qui ont été prononcés. Et une fois qu'elle a ces mots, elle va voir si dans les mots qui ont été dits, il n'y a pas un mot-clé qu'elle connaît et qui pourrait lui dire comment on continue à dialoguer. Donc là, j'ai pris un exemple où, par exemple, l'humain a prononcé une phrase où il y a le mot « eau ». Et la machine, donc j'ai imaginé que ce soit un robot tel que Roméo, comprend ce mot, c'est un mot-clé, il se dit tilt, là il me parle d'eau, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, parce que quand même c'est compliqué, les phrases qu'on prononce, faut les comprendre, c'est pas simple. Donc en première approche, on va dire, on réagit juste à des mots-clés. Le mot-clé c'est eau et donc le robot tente. Il est important de s'hydrater. C'est en lien avec l'eau. Donc on peut imaginer que la machine considère ça comme une réponse pertinente par rapport à ce qui lui a été dit. Par contre, si on imagine Alexa, par exemple, donc les enceintes d'Amazon qui sont connectées. Alexa, typiquement, donc déjà, il faut l'appeler, il faut lui dire son nom. À ce moment-là, elle se met en mode où elle écoute. Et puis, si on lui dit « baisse le volume de la musique », typiquement, l'enceinte va reconnaître les mots-clés que sont « baisse »,« volume » et « musique ». Ou peut-être juste « baisse » et « volume ». Mais l'association d'un verbe et d'un nom commun, faire quelque chose, baisser volume, ça lui suffit quasiment, donc juste la reconnaissance de deux mots-clés, pour savoir ce qu'elle doit faire en réaction. Et donc, en l'occurrence, diminuer le son de l'enceinte. Donc, en première approche, on peut imaginer qu'une machine capable de comprendre la parole humaine a comme première tâche d'essayer, dans tout ce qu'on lui dit, de trouver un verbe et un complément. Et on peut imaginer qu'elle a en stock tout un ensemble d'actions qui sont liées à des couples verbe et complément. Parce que c'est exactement c'est le cas avec Alexa ou peut-être Siri et Cortana aussi. Quand on leur dit, par exemple, d'ajouter du lait à la liste de courses, des choses comme ça. Ajouter lait, ok, j'ajoute du lait à ma liste de courses. Ça, c'est quelque chose qu'elle sait gérer, elle est faite pour ça. Et donc, rien qu'avec deux mots-clés, elle arrive à peu près à s'en sortir. Les limites de cette approche, on les atteint très très vite. Il suffit de dire « ne baisse pas le volume de la musique ». Les mots-clés « baisse volume » feront que la machine exécutera exactement la même action que « baisse le volume ». Et donc, elle va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que l'approche par mots-clés, c'est celle que l'on trouve à l'heure actuelle dans les robots de compagnie tels qu'ils sont conçus. En tout cas, pour ce qui est de leur capacité à dialoguer, et en particulier les enceintes, donc à gérer tous les aspects liés à la musique. Mais ça ne suffit pas.
Pour faire une machine, et ce serait le cas de Terminator aussi bien que de C3PO, pour faire une machine qui comprend vraiment la langue, il faut comprendre tous les mots qui ont été prononcés, il faut repérer les négations, il faut comprendre ce que c'est que la négation de quelque chose, donc ce que c'est que de ne pas faire une action, il faut comprendre tout un tas de choses qui sont en fait très complexes et dont les chercheurs cherchent à créer des modèles. Et en l'occurrence, des modèles qui soient programmables, c'est-à-dire des modèles qui font appel à la logique en particulier. La négation, c'est un opérateur de logique parmi les plus simples. Je vais continuer avec le cas de Terminator et avec un exemple. Alors, de l'autre côté, donc ça, on est ici au niveau de la compréhension automatique de la parole, c'est-à-dire de la reconnaissance automatique de ce qui a été dit et de la compréhension de ce qui a été dit. Et là, dans Terminator, il se trouve qu'il y a une scène assez vulgaire, mais c'est pas grave, où on voit la tête, enfin, on voit ce qui se passe dans la tête de la machine, et en particulier, on voit comment la machine fait le choix d'une réponse et la prononce. Donc la situation est la suivante. Le Terminator est en train de se recoudre un bras dans une chambre d'hôtel où, en gros, c'est son antre. Et il y a une personne qui frappe pour faire le ménage et qui dit « Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Un chat crevé ?» Et la machine, à ce moment-là, on se met en vision, en subjectif, et on voit réponse possible, oui, non, ou quoi, etc. Et puis à la fin, ce sont des injures. Et on voit la réponse numéro 5 qui apparaît en surbrillance, qui clignote, et le robot qui prononce l'injure. Bon, bah ça, c'est exactement ce qui relève de la génération automatique de réponses et de la synthèse vocale. Ce sont les symétriques de la reconnaissance automatique de la parole et de la compréhension automatique de la parole. Si vous voulez, pour faire simple, la reconnaissance automatique de la parole, c'est retrouver les mots qui ont été prononcés, puis la compréhension automatique de la parole, c'est comprendre le sens de la phrase qui a été prononcée de manière à identifier comment y répondre. Donc c'est plus lié à ce qu'on appelle, nous, la sémantique, c'est-à-dire l'étude du sens. Et pour le Terminator, au moment où il fait le choix de réponse et où il la prononce, cette réponse, eh ben, il y a 2 étapes également. La première, c'est la génération automatique. Ça correspond à ce qu'on appelle le quoi-dire. On lui dit quelque chose. Donc là, en l'occurrence, on lui pose une question. Qu'est-ce qui pue comme ça? Est-ce que c'est un chat crevé? En linguistique, on appelle ça une question fermée. Est-ce que c'est un chat? La réponse c'est oui ou non. Et ben, c'est exactement l'objet de la première réponse possible. C'est-à-dire à une question qui est fermée, on ne peut dire que oui ou non. Alors qu'une question qui est ouverte, comme mais quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Au contraire, on donne une information. Et on ne dit pas oui ou non, ça n'a pas de sens. Donc ça, le Terminator, il le sait, il a tout compris. Et une fois qu'il sait quoi dire, vient la phase de synthèse vocale, qui est de comment le dire, c'est-à-dire avec quel timbre de voix, avec quelle intonation, est-ce qu'il le dit de manière agressive ou mielleuse ou très gentille? Forcément, quand il prend le choix de l'injure, il faut que l'intonation, elle corresponde à une injure. Il ne va pas dire ça avec un ton tout doux et gentil, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, ça vous montre un petit peu les étapes qui se passent entre la réception de parole et la production de parole du point de vue de la machine.
C'est exactement ce que synthétise ce transparent-là avec des termes un peu techniques. Alors là, ce sont en gros tous les termes qu'on utilise en linguistique pour formuler ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on a la reconnaissance automatique de la parole qui correspond à la reconnaissance des mots, donc du lexique. Ça, c'est ce qui s'appelle une analyse lexicale. Quand on parle de la façon dont une phrase est constituée de mots, typiquement, une phrase comporte un verbe qui a un sujet et qui a un certain nombre de compléments. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école comme étant de la grammaire. Nous, on appelle ça de la syntaxe. Et donc, une machine doit être dotée d'un analyseur syntaxique, c'est-à-dire d'un module capable de prendre une suite de mots et de dire bah, c'est bon, j'ai vu où était le verbe, j'ai vu où était son sujet, les compléments, puis un peu ce qui va autour. Et alors, je ne vous explique pas ce qui se passe quand on a une subordonnée, etc. C'est très compliqué. Comme on est dans le dialogue oral, on a également une analyse prosodique, c'est-à-dire une analyse du contour intonatif que l'humain a utilisé, parce que typiquement, qu'est-ce qui pue comme ça ? C'est une question, et donc ça a un contour qui monte un petit peu à la fin, alors que si je dis ça pue ici, mon contour intonatif, il descend. Si la machine est capable de reconnaître ces contours, de mettre des courbes par exemple, eh ben, elle va être capable d'identifier si ce qu'on vient de lui dire est une question ou une affirmation. Et du coup, ça va l'aider à trouver une réponse adaptée. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle en linguistique, et même dans un domaine de la linguistique qui s'appelle la pragmatique, on appelle ça la détection des actes de langage. C'est une théorie qui dit quelque chose de très simple, en fait, que quand on énonce une phrase, en fait, on fait une action. Et cette action, ça peut être une question, donc on demande de l'information. Ça peut être, donc ça, c'est un acte de langage parmi les 3 ou 4 qu'on utilise le plus. On peut avoir un ordre et à ce moment-là, on attend que la machine exécute l'ordre. Ça, c'est un autre acte de langage. Et on peut avoir une assertion et donc à ce moment-là, on fait savoir une information à la machine et donc on attend d'elle qu'elle prennent en compte cette information et qu'elle en déduise peut-être une nouvelle information ou que ça lui rappelle une autre information et donc qu'elle enchaîne avec ça. Et l'analyse sémantique, c'est la détermination du sens et donc en particulier, est-ce qu'il y a une négation ou pas, comment la phrase elle fonctionne, quoi. Comment le verbe est articulé avec son sujet, ses compléments, et qu'est-ce que ça veut... En gros, une fois que j'ai l'essence des mots, comment j'arrive à accéder au sens de la phrase. Et puis après, alors, vient des étapes qui sont purement intelligence artificielle, qui ne sont pas trop liées à la parole, puisqu'on a compris la demande de l'interlocuteur humain. Donc la machine, ensuite, il faut qu'elle sache comment y réagir. Et donc pour ça, il faut qu'elle raisonne, il faut qu'elle prenne une décision sur une action à effectuer. Est-ce qu'elle doit s'avancer? Est-ce qu'elle doit reculer? Est-ce qu'elle doit parler? Est-ce qu'elle doit au contraire ne plus parler? Il y a tout un tas de choses qui peuvent se déduire avec des déductions très logiques, et qui amène à ce que je vous disais, c'est-à-dire à la détermination de la détermination du quoi dire, puis à sa matérialisation par du son, et donc avec la phase de comment le dire, qui après se traduit par la synthèse vocale avec une voix bien particulière. Donc ça, ce sont un petit peu toutes les étapes d'un domaine de recherche que l'on appelle le traitement automatique des langues. Puisque finalement, concevoir des systèmes de reconnaissance automatique de la parole, concevoir des analyseurs lexicaux, syntaxiques, prosodiques,
sémantique, pragmatique, concevoir des systèmes de génération et de synthèse, ce sont des sous-domaines du domaine du traitement automatique des langues. Et donc, il y a des chercheurs qui sont spécialistes d'analyse syntaxique. Il y en a d'autres qui sont spécialistes de synthèse vocale. Pour vous donner un petit panorama de où en est la science à l'heure actuelle, la reconnaissance automatique de la parole, maintenant, c'est quasiment un problème qui est résolu. Et la preuve, c'est que Siri, Cortana, même Pepper, Nao, arrivent bien à retrouver la suite des mots que vous avez prononcés. Là où sont les problèmes qu'ils ont à communiquer de manière spontanée ne relèvent pas de cette étapes-là, mais relèvent des étapes suivantes qu'ils n'arrivent pas à bien faire. Et s'ils n'arrivent pas à bien les faire, pourquoi ? C'est parce que, par exemple, au niveau de l'analyse syntaxique, on est quasiment au point d'avoir des analyseurs très performants, c'est-à-dire avec des capacités à reconnaître la structure d'une phrase. Donc, rappelez-vous, la syntaxe, c'est quel est le verbe, où est le sujet, où est le complément. Donc à avoir des capacités qui sont très proches de celles de l'humain. Donc il y a un petit pouillème en moins, mais voilà, on arrive presque à ce niveau-là, en sachant que même les humains ne savent pas tout résoudre. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de... Oui, j'ai encore un peu de temps. Si je vais vous prendre un exemple que les syntacticiens aiment beaucoup. La petite ferme le voile. Est-ce que le verbe, c'est ferme ou c'est voile ? Est-ce que c'est la petite fille ferme un voile ou est-ce que c'est une petite ferme, là où on élève des cochons, qui voile quelque chose dont on a parlé auparavant et qui est repris par le pronom « le ». Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une ambiguïté. Et en l'occurrence, c'est une ambiguïté qui relève de la syntaxe. C'est-à-dire que face à cette phrase et à cette phrase seule, sans le contexte, c'est-à-dire sans ce qui précède, on est incapable de dire où est le verbe, où est le sujet, où est le complément. Parce qu'il y a deux possibilités à chaque fois. Par contre, si on a juste avant, je vois pas où est le tracteur, la petite ferme le voile. Bon, ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous comprenez le sens. Là, à ce moment-là, immédiatement, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est-à-dire que parmi les deux alternatives, on fait le choix d'une et on écarte l'autre. Et parfois, on le fait inconsciemment. Et du coup, on sait que le verbe, c'est voile. Et qu'il voile le tracteur, enfin que la petite ferme voile le tracteur. Et donc là, on a résolu la syntaxe, c'est-à-dire qu'on a mené à bien une analyse syntaxique. Bon, voilà, c'est pas évident, c'est pas immédiat. Analyse prosodique et détection des actes de langage, il y a des travaux qui existent en laboratoire, mais on va dire que ça n'est pas encore visible pleinement dans les robots industriels, enfin Nao ou Pepper ou Siri et Cortana. C'est-à-dire que typiquement Siri et Cortana, quand vous leur demandez quelle est la hauteur de la tour Eiffel, elles vous répondent, elles donnent le bon chiffre, il n'y a pas de problème. Donc elles arrivent très très bien à gérer ça. Mais elles ne sont même pas conscientes que c'était une question, parce qu'elles sont faites pour ne répondre qu'à des questions, qu'à un seul type d'acte de langage. Or, je disais, il y a les questions, les ordres et les assertions. Typiquement, Siri et Cortana ne répondent que aux questions, et si on dit autre chose, elle va le prendre pour une question. Donc voilà, donc ça, il y a des recherches en cours. Alors, en passe d'aboutir, oui et non, peut-être dans pas très longtemps. Mais bon, il y a encore un peu de boulot.
Et puis on arrive au cœur du problème, l'analyse sémantique et la détermination du sens, donc pas uniquement des mots, mais de la phrase, et puis à toutes les ambiguïtés qui sont liées au sens. Donc là, il y a des recherches qui sont en cours, et là, pour l'instant, on peut dire que les machines en sont incapables. On arrive à faire des prototypes de laboratoire qui sont capables de comprendre le sens dans un micro-monde bien défini dans lequel on a créé tout un modèle qu'on a programmé. Un exemple de ça étant par exemple les chatbots qui peuvent vous servir à réserver une chambre d'hôtel. Et typiquement, ce chatbot-là, donc à qui on peut dire bonjour, je voudrais une chambre pour 2 nuits, non fumeur, et j'arrive à 18h. Bon, voilà. Typiquement, c'est une micro-tâche que l'on connaît parfaitement et qui est délimitée. C'est-à-dire que la réservation d'une chambre d'hôtel, on se place dans un cadre où il y a des chambres à 1 lit, à 2 lits, avec des lits doubles, des lits simples, 3 lits éventuellement, un lit parapluie pour bébé, des horaires d'arrivée, de départ, parce que voilà, c'est obligé. L'hôtel fait peut-être aussi, il a peut-être aussi un restaurant. Et puis, faut connaître les jours, faut connaître les vacances et un certain nombre de paramètres. Mais en fait, ces paramètres-là, ils sont finis. Ils sont en nombre très connu. Et si on modélise tout ce micro-monde-là dans la machine, on peut espérer qu'elle arrive à comprendre une question qu'on va lui poser sur ce qu'elle est capable de gérer, à savoir une chambre d'hôtel. Et donc, on peut imaginer qu'elle fasse la réservation à la place d'un réceptionniste humain. Mais ça, ce n'est valable que dans un micro-monde. Dès qu'on parle de tout et de rien, comme le font Samantha dans Her ou Kusanagi dans les autres films, là, une machine, il faudrait qu'elle connaisse tous les micro-mondes de tous les domaines imaginables. Ça, c'est impossible. On sait qu'on n'y arrivera jamais. En gros, la tâche est trop énorme parce qu'il faudrait arriver à tout modéliser, tout le comportement de tous les objets, tout le fonctionnement de tous les objets, et c'est impossible. Pour vous donner, est-ce que je prends un petit exemple de l'analyse sémantique ? En fait, il y a 2 notions qui sont importantes en sémantique, enfin 2, et parmi d'autres, mais 2 en particulier, qui sont l'ambiguïté dont j'ai déjà parlé avec l'ambiguïté syntaxique, mais aussi la polysémie. Alors la polysémie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs sens. Ça veut dire que les mots de la langue, il se trouve qu'il y en a énormément qui ont plusieurs sens. Alors un exemple bateau, c'est mon avocat est pourri, je vais en changer. Je pense que vous aurez compris qu'avec le mot avocat, j'introduis une ambiguïté puisque ça peut être un fruit ou un homme de loi. Il se trouve que les 2 peuvent avoir la propriété d'être pourris, donc ma phrase, elle marche. Mon avocat est pourri, je vais en prendre un autre. Ça marche aussi bien pour le fruit que pour un humain. Évidemment, si une machine n'est pas capable de dire c'est l'un ou c'est l'autre, le dialogue il risque d'être un peu bizarre. Elle risque de faire un quiproquo, enfin en tout cas un contresens qui va amener à quelque chose de pas très spontané. Donc forcément, dans la majorité des cas, jamais on va avoir une phrase où l'ambiguïté reste. C'est-à-dire qu'on va avoir un contexte. Par exemple, on est en train de parler de repas, ou on est au restaurant, et donc on va très très vite, on va écarter le sens d'homme de loi pour ne retenir que le sens de fruit. Okay ? Donc, encore une fois, ça c'est une capacité dont on se doit de doter les machines. Et là où c'est pas simple, c'est que
vous me direz, mais peut-être qu'il n'y a que avocat ou 2 ou 3 autres mots qui ont cette caractéristique-là. En fait, non. La majorité des mots de la langue sont polysémiques. J'ai l'habitude de prendre comme exemple le mot « je », J-E-U. Le mot « jeu », ça peut être une activité comme un jeu de société, donc avec un jeu de plateau, un jeu de cartes, une activité qui est agréable et qui est réglée par un ensemble de règles que l'on suit, ou alors on triche. Donc ça, c'est un jeu. Mais il y a aussi le jeu d'un ressort. Le jeu du ressort, c'est un peu sa course, c'est-à-dire la position extrême qu'il est capable de prendre. Mais il y a aussi, par exemple, dans la porte, là, il y a un petit jeu. Quand il y a un peu de vent, on l'entend qui bat, parce qu'il y a 2 mm de jeu. C'est pas exactement le même jeu que le jeu du ressort. Et puis alors, ça n'a rien à voir avec le jeu de plateau ou le jeu de rôle. Un jeu de clés, rien à voir encore une fois. Un jeu de clés, c'est un ensemble de clés. Un ensemble, ça n'a rien à voir avec le jeu du jeu de cartes et encore moins avec le jeu du ressort ou de la porte. Voilà. Rien qu'avec un simple mot qui, a priori, on connaît tous et on se dit, quand on entend ce mot, inconsciemment, on comprend tout de suite quel est le bon sens dont il est question. Une machine, elle ne peut pas raisonner comme ça. Si elle a en stock tous les sens qui sont possibles pour le mot « jeu », à chaque fois qu'elle va le rencontrer, elle va mettre des hypothèses avec chacun des sens. Voilà. Donc, en linguistique, on dit que « jeu » et « avocat » sont des mots polysémiques et que tout l'enjeu de l'analyse sémantique, donc pour une machine, c'est de détecter les polysémies, d'identifier le bon sens, ce que nous on fait avec du bon sens, le sens commun, ou ce qu'on appelle également la pertinence. Mais ça, ce sont des capacités que nous, humains, on a, mais qu'une machine n'a pas. Il faut la programmer et c'est extrêmement complexe. Et la détermination, c'est-à-dire identifier où il peut y avoir une ambiguïté et la lever. Donc, mon avocat est pourri, je vais en changer. Là, il y a une ambiguïté. Il faut que la machine soit capable de l'identifier pour dire, dans ce contexte, je suis désolé, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Si elle ne voit pas l'ambiguïté, elle va prendre un choix, le fruit ou l'homme de loi. Et en gros, il y a une chance sur 2 que le dialogue parte en vrille. Voilà, puis je passe plus rapidement sur les autres étapes. Il y a des recherches en cours, en particulier à ce niveau-là. Alors, sauf cas particulier, par exemple, quand on se place dans un micro-monde où tout est carré, où tout est cerné, là, on arrive à concevoir une machine qui soit capable de prise de décision et qui soit capable de déterminer par elle-même ce qu'elle veut dire, donc la phase du quoi dire. Pour le reste, c'est-à-dire pour le dialogue commun, courant, on en est incapable. C'est trop compliqué. Donc on raisonne par mots-clés et puis en gros, on tente sa chance et puis on voit ce qui se passe. Et si ça part en vrille, tant pis, c'est parti en vrille. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc, jusqu'ici, vous aurez remarqué que plus on avance, plus on a du boulot à faire. C'est-à-dire que les étapes sur lesquelles on a le plus progressé, c'était les premières. Mais en fait, ce sont aussi les dernières, en particulier le comment le dire et la synthèse vocale. Là, ce sont des problèmes de recherche qui sont quasiment, que l'on trouve dans un état très satisfaisant au niveau de l'industrie, c'est-à-dire au niveau de ce que nous vend Amazon, Microsoft, Apple et compagnie.
C'est-à-dire que si je vous mets, alors j'ai pas le test, mais moi on me l'a fait une fois ou deux, si je vous fais écouter une phrase dite par un humain et la même phrase dite par une machine, sans que ce soit un message pré-enregistré, hein, on n'est pas à la SNCF. Pour info, c'est la même personne qui, depuis plus de 30 ou 40 ans même, fait les enregistrements de tous les messages à la SNCF, donc de toutes les gares avec les noms de gares, de tous les messages du type un train va rentrer en gare, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Voilà. C'est une personne qui a enregistré tous ces messages-là, donc elle en a fait des milliers. Ces messages sont mis bout à bout pour faire un message complet. Pour dire, par exemple, y a un train qui va arriver, qu'il a un retard de 10 minutes et que c'est dû à un mouvement de grève. Ça, c'est 3 messages qui sont mis l'un à la suite de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle de la concaténation. Ça, techniquement, c'est extrêmement simple. Et ça n'a rien à voir avec ce dont je parle ici, c'est-à-dire, ici, il s'agit bien d'une machine à qui on donne un texte qu'elle n'a jamais vu et qui est capable de le lire sans faire d'erreur de prononciation, c'est-à-dire qui trouve exactement la bonne façon de prononcer un mot. Par exemple, si je vous dis le mot C-O-U-V-E-N-T, vous allez le prononcer comment ? Couve ou couvent ? Les poules du couvent couvent. Les poules du couvent couvent, on a 2 fois exactement le même mot. Nous, quand on lit, on trouve instantanément où est le nom couvent, où est le verbe, et on les prononce bien, et on ne se rend même pas compte de tout ce qui s'est passé dans notre tête, à savoir, attention, il y a 2 fois le même mot, mais en fait, ce n'est pas le même, et en plus, il ne se prononce pas de la même façon. La machine, il faut lui apprendre tout ça. Donc, une machine capable de lire, donc capable de faire de la synthèse vocale, il faut typiquement qu'elle soit capable de faire des analyses lexicales et syntaxiques pour bien lire. Donc c'est un problème très complexe. Néanmoins, c'est un problème moins complexe que l'analyse sémantique et de tout ce qui se passe au milieu là. Donc, pour résumer, où en sommes-nous à l'heure actuelle ? On sait bien faire les extrêmes, c'est-à-dire le traitement des entrées, le traitement des sorties, et on a beaucoup de mal pour ce qu'il y a au milieu. Et donc la plupart des systèmes qui existent, donc je reprends les mêmes exemples de Pepper, Siri et Cortana, ils sont très bons pour ça, et puis au milieu, ils font un peu n'importe quoi, et on espère que ça va passer, et que ça passe un peu inaperçu, et qu'il y ait quand même une interaction. Le jour où on fera ça beaucoup mieux, on aura véritablement des machines capables de tenir un dialogue avec un humain. Je parlais donc du domaine du traitement automatique des langues. Voilà, en abrégé, nous, spécialistes, on appelle ça le TAL. Et il se trouve que non seulement le TAL s'occupe d'analyse lexicale, syntaxique, sémantique, etc., mais a aussi un certain nombre d'applications qui peuvent tirer parti d'un analyseur de syntaxe ou autre, et qui sont, pour ce qui nous concerne en premier lieu, le dialogue entre humain et machine, mais pas seulement, la traduction automatique est une application du TAL. Et c'est une application qui marche très bien. Si vous avez utilisé Google Translate ou DeepL, pour ceux qui connaissent, je vous recommande, pour faire par exemple des traductions du français en anglais parce que vous n'êtes pas très sûr de votre anglais, le résultat que l'on obtient est très bon. En tout cas, il est bien meilleur qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Les progrès sont fulgurants à l'heure actuelle, enfin ils l'ont été. Là maintenant, ils commencent à atteindre un certain mur, mais en tout cas, ils sont suffisamment bons pour que le résultat d'un traducteur comme DeepL ou autre serve de draft
pour faire une traduction. En tout cas, si c'est un document scientifique ou technique ou un manuel ou juste pour comprendre la météo ou autre chose. Pour la traduction d'une œuvre d'art, d'un poème ou d'un roman, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est une application du TAL. Alors pourquoi j'en parle? Parce que vous pouvez me dire, mais alors si ça marche si bien, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à de bons résultats pour le dialogue humain-machine? La réponse, elle est simple, c'est que la traduction automatique, en fait, elle se passe complètement de l'analyse sémantique, donc de tout ce qui est dur. Tout ça, elle l'éjecte et à la place, elle met des statistiques. Ces statistiques reposent sur ce que l'on appelle des corpus, c'est-à-dire un stock absolument énorme de textes en français et leur traduction en anglais. Et donc, la machine va piocher aux bons endroits des bouts de phrases qui lui permettent de proposer un résultat qui ait l'air bon, qui ait l'air très satisfaisant. Et donc, en gros, elle compense une absence de compréhension automatique par tout un tas de statistiques et de mécanismes assez complexes. Une autre application du TAL est le résumé automatique. Alors, la traduction automatique, évidemment, là où on la voit, j'en avais 2 exemples au cinéma. C'était Planète Interdite et puis Star Wars. Donc, et pas seulement. Il y en a aussi dans Star Trek, il y en a aussi un peu partout. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est quelque chose dont nous, humains, avons un besoin par rapport à ça. Et ça tombe bien puisque les progrès actuels nous permettent de l'utiliser. Le résumé automatique, on le voit par exemple dans Terminator 2, alors pas le premier dont j'ai montré des copies d'écran, mais la suite, où le Terminator, donc, qui cette fois est un gentil, fait le résumé de ce qui s'est passé au petit John Connor. Et donc il lui raconte en gros toute l'histoire de Skynet qui a pris le pouvoir sur les humains et des Terminators qui se sont ensuivis. Donc typiquement, le Terminator fait un résumé de tout un tas d'informations qu'il a en stock. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait bosser les chercheurs, puisque on aimerait bien, à terme, face par exemple à 20 textes qu'on doit lire, les donner à la machine et qu'elle nous en fasse un résumé en une page et une seule, et donc on n'aurait plus qu'une page à lire. Donc ça nous serait utile, forcément, mais ce n'est pas un problème simple. Le web sémantique, la fouille de texte, donc ce qu'on appelle aussi les humanités numériques, c'est-à-dire tout un tas de traitements sur les textes qui permettent de mieux les traiter automatiquement, de mieux les indexer par les moteurs de recherche, de tout un tas de choses. Ça, ce sont des applications du TAL. Et donc moi, je vous disais, je parle beaucoup de linguistique parce que comme il s'agit de langue, disons que la discipline qui est concernée avant tout par le TAL, c'est la linguistique, mais pas seulement. Donc évidemment, on trouve aussi l'informatique puisque c'est bien des programmes qu'il s'agit de produire. Un analyseur de syntaxe, c'est un programme. L'intelligence artificielle, parce que on retrouve des étapes de raisonnement et puis en fin de compte, entre le langage et la pensée, il y a des liens assez étroits et donc qui dit IA dit langage et inversement. Un domaine plus récent qui s'appelle l'affective computing, qui est la prise en compte des émotions et qui est le domaine en fait à l'origine des robots sociaux. Et donc, dont le but, c'est de concevoir des robots qui savent bien gérer les émotions de son interlocuteur humain, à la fois les reconnaître et puis dire les bonnes émotions en retour.
et l'interaction humain-machine, la sociologie, enfin bref, tout ce qui a trait à la communication en fin de compte. Pour terminer, je vais prendre deux exemples assez techniques de façon de réaliser un système de Thal, et donc par exemple de réaliser le Terminator et C3PO. D'un point de vue chronologique, on va dire que la manière de programmer ce type de machine, enfin, si tant est qu'on soit capable de le faire et d'aller aussi loin, ce sont des systèmes à base de règles. C'est-à-dire qu'on va implémenter un système qui lie une succession de règles, une règle étant de type « s'il y a ça, alors je fais ça, sinon je fais ça. S'il y a tel mot, alors je fais ça, sinon je continue, je fais ça. S'il y a ça, alors je fais ça. Si, alors, sinon ». En informatique, on connaît bien, c'est une structure très commune. Et typiquement, on peut imaginer que les règles à la base du comportement du Terminator, c'est des règles du genre « si je vois une personne appelée Sarah Connor, alors je tire ». Si je vois une femme susceptible d'être Sarah Connor, mais donc c'est que l'identification n'est pas effective, alors je pose une question, je lui demande son nom. Sarah Connor ? Si elle dit oui, tant pis pour elle. Si quelqu'un me dérange dans mon antre, donc c'était l'exemple avec la personne qui frappe à la porte et qui pose une question, ben comme c'est mon antre, j'ai pas envie qu'on m'y dérange, donc je l'en dissuade, en gros je le rembarre, quitte même à lui faire peur, d'où l'injure, etc. Donc typiquement, ce sont ici des règles de haut niveau, c'est-à-dire qu'elles sont assez abstraites, mais après, ces règles, chacune de ces règles peut être implémentée en une multitude de sous-règles, elle-même en une multitude de sous-règles, et par exemple, je l'en dissuade quitte à lui faire peur. Il peut y avoir des règles qui disent pour dissuader quelqu'un qui vient de poser une question, je ne lui réponds pas. Surtout pas. Je lui dis autre chose et je lui dis barre-toi ou une injure ou quelque chose comme ça. Mais surtout, je ne donne pas la réponse parce que ça risquerait de réamorcer un dialogue. Si le Terminator avait dit non, c'est pas un chat crevé, la personne aurait dit mais alors c'est quoi qui pue comme ça? Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux rentrer ou... Enfin, on peut imaginer que ça continue et que du coup, à un moment ou un autre, le robot va être découvert. Alors qu'en l'injuriant de manière extrêmement sèche, le dialogue est fini, il est coupé. Et c'est exactement ce que veut le Terminator. Et alors après, on peut avoir une sous-règle qui est pour dire une injure, j'ai le choix entre... Puis alors là, on fait la liste. Et puis on peut imaginer une règle qui est si j'ai déjà utilisé 2-3 phrases ou auparavant barre-toi, à ce moment-là, la prochaine fois que je le dis, je vais le dire autrement. Je vais dire casse-toi, comme ça varie un peu. Donc on peut avoir des règles pour avoir un peu de variété. Sinon, la machine se répète et du coup, on risque de reconnaître que c'est une machine. Donc voilà, chacune de ces règles, donc là je n'ai mis ici que les règles les plus abstraites, s'instancie en tout un ensemble de sous-règles et au final, pour avoir un système, même sur un micro-monde assez simple, on peut avoir des dizaines de milliers de règles, voire des centaines de milliers de règles. Donc imaginez le boulot d'un programmeur qui doit écrire toutes ces règles-là. C'est pour ça que faire un système qui parle de tout et de rien, c'est strictement impossible. Je passe sur ces 3 PO, mais vous aurez compris, le principe est le même. Il y a tout un ensemble de règles, mais cette fois, le comportement n'est pas le même. C'est-à-dire que si on me pose une question, donc cette règle-là n'est pas la même chez Terminator que chez C3PO.
Ici, si on me pose une question, alors C3PO, au contraire, lui, il va bavarder, il va en dire le plus possible, il va donner la réponse à la question, mais il va en rajouter, il va en dire plus. Ce n'est pas du tout le cas du Terminator. Et alors, on arrive à la deuxième technique pour faire un robot de type du Terminator ou C3PO. Cette fois, on laisse tomber complètement les systèmes à base de règles, et en particulier parce qu'il faut que chaque règle soit pensée et programmée par un programmeur humain. On va exploiter au contraire les possibilités de l'apprentissage artificiel. À l'heure actuelle, on parle même d'apprentissage profond, deep learning, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la machine apprenne et identifie par elle-même ses propres règles de fonctionnement. On ne va pas lui dire les règles, c'est elle-même qui va les trouver. Et elle va les trouver en regardant dans un corpus, c'est-à-dire dans tout un ensemble de dialogues humain-machine que l'on a conçus pour l'occasion, qui sont des enregistrements de deux humains, l'un se faisant passer pour une machine. Enfin, il y a des tas de façons de faire. Et disons que ce corpus, il comprend 1 milliard de mots. On peut imaginer qu'en regardant tout ce corpus, la machine va observer comment l'interlocuteur B répond à l'interlocuteur A et va en déduire des règles de réponse pour elle-même. Et donc va en déduire son propre système à base de règles. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage artificiel. Et alors, une fois que la machine a appris, on a un modèle et il suffit d'appliquer ce modèle à une phrase qui vient en entrée, donc à un énoncé de l'interlocuteur humain pour immédiatement avoir une réponse qui est statistiquement quelque chose qui ressemble aux réponses que la machine a observées en corpus. Et alors là, du coup, pour faire d'un côté le Terminator et de l'autre côté C3PO, tout simplement, on va utiliser deux corpus différents. Dans le corpus T8000 du T800, les dialogues entre interlocuteurs A et B, B ne dit pas grand-chose et répond de manière très sèche. Et du coup, le Terminator va calquer son comportement langagier à l'interlocuteur B tel qu'il parle dans le corpus, alors que pour C3PO, au contraire, on va avoir un interlocuteur B très verbeux qui fait des phrases de 20 lignes et l'apprentissage va permettre de calquer un comportement par rapport à ce qui est observé en corpus. Et voilà, et donc on a en gros deux modèles. Il y en a un qui est dans la tête du T800, il y en a un autre qui est dans la tête de C3PO, et tous les deux, en temps réel, sont capables de fournir une réponse suite à une phrase de l'interlocuteur humain. Pour finir mon dernier slide, pour ma part, moi je suis un spécialiste de traitement automatique des langues, mais juste un petit point, puisque vous le savez, un chercheur se focalise sur un ensemble de phénomènes très ciblés, très réduits, et donc moi je m'intéresse à un phénomène qui relève de l'analyse sémantique, et un phénomène et pas 10 ou 100 ou 1000. Donc par exemple, je ne m'occupe pas de la polysémie dont j'ai parlé, mais par contre, avec le mot « je », mais par contre, je m'intéresse à un phénomène qui s'appelle les chaînes de coréférence ou les anaphores, c'est-à-dire que quand j'ai cette phrase-là, le robot est entré dans le bar, il a parlé, j'essaye de faire un programme qui est capable de dire que « il », c'est le robot. Et ce n'est pas le bar. Et pour ça, je peux faire un système à base de règles qui dit il, là, c'est le sujet de la phrase numéro 2. Donc, il y a des chances qu'ils reprennent le même sujet que celui de la phrase numéro 1.
Donc j'ai des chances que ce soit le robot plutôt que le bar. Mais les deux sont possibles vu que les deux sont au singulier et au masculin. Tout un ensemble de règles comme ça, on arrive à faire un système qui se trompe pas trop souvent, mais qui se trompe quand même beaucoup plus qu'un humain. Et puis, si on fait de l'apprentissage, je vais créer, et c'est ce que j'ai fait, un corpus dans lequel j'ai annoté à la main tous les pronoms « il » en disant « dans cet exemple-là, il reprend ça ». Dans cet exemple-là, il reprend le bar. Dans cet exemple-là, il reprend le robot. Et rien qu'avec ça, donc avec des exemples où le problème est résolu, la machine va apprendre et va tirer par elle-même les règles telles que la plupart des cas où il est sujet, il va reprendre le sujet de la phrase qui précède. Et alors, plus spécifiquement, mon étude actuelle porte sur ce type de phénomène-là, c'est-à-dire si j'ai ce texte-là, le robot est entré dans le bar, il a parlé, il a bien parlé, mais ce bar est bruyant et on a entendu son discours. Je vais essayer de faire en sorte que la machine soit capable de repérer et de mettre ensemble toutes les expressions qui réfèrent au robot, c'est-à-dire en rouge, le robot, il, son, et en bleu, tout ce qui concerne le bar. Voilà. Et il y a 15 ans, on faisait ça avec des systèmes à base de règles. À l'heure actuelle, on fait ça avec du deep learning. Mais les principes et les phénomènes de langue sont les mêmes. Merci à vous. Alors, il y a plusieurs réponses. La plus facile, c'est pour l'accent du Sud, parce que ça, on a des modèles, donc ce qu'on appelle un ensemble de phonèmes, c'est-à-dire les sons qui composent la langue. On en dispose pour tous les accents dans toute la France et pour toutes les langues qui sont bien décrites. Donc ça pose aucun problème à la machine, ça. Il y a deux cas de figure. Normalement, si vous parlez à Siri ou Cortana, vous n'avez pas besoin. Même sans trop particulier, les progrès ont été tels qu'ils arrivent à comprendre. Au pire, on répète et ça passe, quoi. Mais on n'a pas besoin de parler comme ça, enfin, c'est pas la peine, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, les systèmes de reconnaissance automatique de la parole étaient tels qu'il fallait qu'on sépare chaque mot, en fait. Et ça, c'est insupportable. On ne peut pas parler comme ça. Donc, Siri et Cortana, en théorie, on n'a pas besoin de surarticuler. Pepper, Nao, je crois qu'ils ont un peu de mal, mais on ne devrait pas non plus, parce que maintenant, la technologie est assez mature pour que ce soit possible. En revanche, moi, j'ai un GPS dans ma voiture qui a la commande vocale, et alors là, par contre, il faut articuler, oui. Et pourquoi ? C'est tout bête, c'est qu'on est en milieu bruité. C'est-à-dire qu'on a la voix, nous, on n'entend que ça parce qu'on est habitué à détecter la voix humaine, mais la machine, elle entend le bruit des roulements, elle entend le bruit du moteur, elle entend plein de bruits qui se superposent à la voix et qui fait que le problème de la reconnaissance devient un problème plus compliqué. Et donc, mieux on articule et mieux c'est. Donc ça, voilà, c'est un peu les deux cas de figure en milieu un peu hostile, avec du bruit ambiant fort et tout ça. Oui, il faut continuer à faire un effort. Peut-être que dans quelques années, ça sera plus nécessaire. À l'heure actuelle, c'est vrai que ça l'est encore. Et en temps normal, non, on ne devrait pas, même si on a un rhume, on devrait être bien compris. Parce que il suffit qu'on ait un rhume ou qu'on ait une bronchite ou autre pour que notre voix, elle change énormément. Mais nous,
on est habitué à ces variations, donc on s'y adapte en un rien de temps. La machine, c'est pas si simple, mais ça quand même, on va dire que d'un point de vue des technologies, on sait faire. Après, parler en verlan ou en n'importe quoi, rien que pour que la machine ne comprenne pas, bah ça reste valable. Effectivement, là, il n'y a aucune chance que la machine, elle comprenne. Parce que les chercheurs et les autres ne vont pas s'amuser à mettre dans la machine tout un lexique du verlan, toute une syntaxe, toute la syntaxe du franglais. Enfin, ça n'aurait pas de sens, quoi. Donc ça c'est clair que c'est c'est un bon moyen, oui. Ça dépend. Alors, chez les humains, il y a un phénomène qui s'appelle le filtrage. C'est-à-dire que quand on est dans un cocktail, on entend plein de conversations dans plein de groupes et on est capable, si on vise un groupe, d'entendre ce qu'ils disent et de plus entendre ce que disent les autres, même les autres qui sont plus proches de nous. Donc on est capable de filtrer. Et alors là où c'est très fort, c'est que ça, on est capable de le faire en conscience, mais ça marche également inconsciemment. C'est-à-dire que s'il y a un groupe au fond qui prononce votre nom, vous allez faire tilt. Alors que vous écoutiez un autre groupe, mais il se trouve que le filtrage, il a fonctionné et qu'au moment où il y a eu la détection de votre propre nom, il y a un truc qui vous a dit « Attention, là, on parle de toi, il faut écouter ». Une machine, évidemment, est incapable de jouer à ça. Une machine, on ne peut pas arriver à lui programmer un filtre qui fonctionne comme ça en temps réel. On peut, avec plein de micros, arriver à reproduire ce genre de choses, mais c'est artificiellement. C'est pas à la manière de l'humain. En revanche, et c'est le cas, je crois, du robot Asimo alors c'est Honda, je ne sais plus la marque, oui, c'est Honda, c'est ça. Lui est capable de suivre plusieurs voix humaines en même temps. C'est-à-dire qu'il est capable de faire sur des choses simples, hein. Mais s'il y a deux personnes qui lui parlent en même temps, alors là, nous, on est paumés, ça fait un brouhaha. Lui, il arrive à séparer les deux phrases, et donc à faire la reconnaissance double, en fait. Donc ça, oui, il y a des choses que la machine arrive à faire alors que nous, on ne peut pas, et inversement. Oui, oui, il y a un écart énorme. Alors, là aussi, j'ai plusieurs choses à répondre. La première, c'est que les progrès sont récents quand même. Donc, on sait que quand il y a des progrès dans le monde académique sur des prototypes de recherche qui sont gérés dans des laboratoires, c'est-à-dire en gros dans des salles blanches où l'environnement est contrôlé, où il n'y a pas de bruit, où tout va bien, où tout marche bien, où l'ordinateur ne plante pas, etc. Là, ça marche. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, que ça marche en conditions réelles dans un aéroport avec un vrai robot. Donc le passage du prototype de recherche au démonstrateur industriel et même au prototype, enfin au vrai... au robot, quoi. Il y a un long chemin à parcourir et ce long chemin prend du temps. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle le passage à l'échelle, qui est qu'en général, quand on crée un prototype en laboratoire, il marche pour un certain nombre de phénomènes que l'on a bien imaginés, que l'on avait en tête, mais en revanche, il ne marche pas pour tout un tas de situations que l'on n'avait pas imaginées, alors que pourtant elles sont très proches. Et puis, voilà, si on veut un robot comme vous en parlez, qui fonctionne bien au téléphone, etc., il faut avoir imaginé un nombre tellement grand de situations
que c'est un autre boulot presque. Ensuite, une autre réponse par rapport à l'exemple que vous prenez, c'est que c'est le dialogue oral au téléphone, c'est quand même le pire des cas. Parce que l'oral, c'est quand même beaucoup plus dur à gérer que l'écrit. À l'écrit, les mots, ils sont déjà repérables. Il y a des espaces entre chaque. Disons qu'il y a un certain nombre de processus qui ont déjà été faits. Alors qu'à l'oral, il faut les faire. Il faut retrouver les sons, il faut retrouver les mots, faut lever les ambiguïtés, etc. Donc l'oral, c'est quand même beaucoup plus dur que l'écrit. Je pense que si vous faites le même genre de test avec un chatbot sur le web et donc en tapant les messages, ça sera déjà un petit peu mieux que l'impression très mauvaise que vous en avez. Et en plus, alors au téléphone, la voix, elle est dégradée, donc ça n'aide pas non plus. Hein. Alors nous, il se trouve que nous, humains, sommes très forts pour arriver à comprendre ce que l'on nous dit au téléphone avec du bruit ambiant et tout un tas de paramètres qui perturbent. Mais la machine, elle, ça reste quand même à chaque fois un enjeu. C'est pas évident. Ceci explique cela. Après, si vous communiquez avec un chatbot pour une tâche relativement simple comme la réservation d'un train, d'une chambre d'hôtel ou d'un repas, normalement ça marche quand même plutôt pas mal. Par contre, si c'est un service de renseignement ou un service après-vente pour un appareil qui est en panne ou autre, il y a tellement de causes possibles de panne que c'est sûr que ça devient beaucoup plus complexe. En fait, la sémantique est inaccessible à la machine. Mais quand on se restreint à un micro-monde, et donc, comme vous le dites, un arbre de décision qui est restreint, la machine voit tous les mots, comprend rien, mais comme les combinaisons de mots sont pas infinies, sont en nombre très limité, et elle sait directement ce qu'elle peut faire pour y répondre. Donc la réponse, oui, c'est exactement ça. C'est plus on réduit l'arbre de décision, plus la machine va passer le test de Turing. Et c'est exactement le but de ce démonstrateur. Mais ils n'ont pas inventé une technologie incroyable que personne d'autre ne connaissait. Hein. Alors, oui et non. Ils ont effectivement accès à de très très gros corpus et d'une façon bien plus confortable que n'importe qui d'autre. Mais par contre, ils n'ont pas forcément beaucoup de corpus où, si je reprends mon petit exemple, tous les pronoms « il » ont été annotés pour donner la solution. Eux, ce qu'ils ont, c'est le web. Le web, ce sont des textes, mais c'est ce qu'on appelle, nous, des textes bruts, sans annotation. Et des textes bruts sans annotation, c'est pas super pour apprendre des capacités linguistiques. Ce qu'il faut, c'est des textes annotés par des linguistes qui ont annoté où était le verbe, où était le sujet, où étaient les compléments, qui ont annoté la référence des pronoms, et ainsi de suite. Alors, donc ça, ils l'ont, mais disons qu'ils ont mis les moyens pour les avoir, ces corpus-là. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a Google qui a embauché à tour de bras des annotateurs pour constituer ces corpus-là. Donc, du coup, ils en ont. Mais à l'université, on en a aussi. Alors, les nôtres sont moins gros, peut-être, mais on cible plus sur les phénomènes à problème. Alors qu'eux, ils cherchent une force de frappe sur les problèmes les plus communs.
Donc c'est pas exactement la même approche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont embauché des annotateurs à tour de bras. Donc c'est même un métier qu'on appelle data scientist. C'est ça, hein, c'est de préparer des corpus pour faire après un apprentissage. Et c'est répandu au point que, alors, pas Google, hein, mais il y a des boîtes qui ont fait du micro-travail pour ce genre de tâches-là, c'est-à-dire qu'ils payent les gens au clic pour annoter 1000 phrases, et ben, ils sont payés 1000 centimes, quoi. Donc c'est un business. Alors, oui, ça c'est inévitable, hein, c'est pas un humain. On ne peut pas lui demander d'avoir des performances qui sont celles d'un un être humain. C'est pas possible. Mais par contre, c'est plus du mot à mot. Et ça, on en a la preuve très facilement. Il suffit de construire une phrase au fur et à mesure et de voir ce que ça donne. Et en temps réel, on voit que au début, quand on a tapé que 4 ou 5 mots, il dit n'importe quoi, et plus on avance, plus il arrive à trouver les bons mots aux bons endroits. Et si je mets mon avocat est pourri, je veux en changer, alors Google Trad, je ne sais pas s'il le fait, je crois que oui, mais il y en a d'autres qui sont capables de donner les deux interprétations et de les laisser en parallèle tant que l'ambiguïté n'est pas levée. Et dès que l'ambiguïté est levée, parce qu'il suffit d'ajouter je vais prendre un autre fruit, même si c'est 2 phrases après, il va tout de suite mettre le mot pour le fruit, pour avocat, donc avocado, et non pas, et non pas l'autre, quoi. Donc non, c'est pas du mot à mot. C'est bien plus subtil. C'est des bouts de phrases et puis il y a tout un tas de statistiques qui entrent en jeu et qui font que, sans avoir l'air de rien, il ressort quand même souvent le bon mot, la bonne traduction. Évidemment, il y a des contresens, mais bon... Si un traducteur automatique était parfait, ben, les traducteurs humains seraient tous au chômage, hein. Et or, c'est loin d'arriver. Même à la communauté européenne, où il y a un besoin énorme du humain pour que tous les textes officiels soient écrits dans les 23 ou 25 langues officielles de l'Europe, il faut les traduire. Bon, bah, à une époque, c'était des humains qui faisaient ça de A à Z en partant d'une feuille blanche. À l'heure actuelle, on les oblige à utiliser un traducteur automatique et à corriger les erreurs. Mais pas à produire une traduction, à corriger ce qu'une machine a produit. Ça, c'est quand même un pas qui montre que les progrès sont là, hein. DeepL, D-E-E-P-L, en fait c'est Deep Learning abrégé. C'est celui qui est basé sur Lingui, dont parlait monsieur, et on peut dire que c'est le plus performant pour des coupes de langue européennes. En tout cas, français-anglais, il est vraiment très bon. Ça a été fait. Ça a été fait, par exemple, quand on n'avait pas encore le scénario de la saison ultime de Game of Thrones. Il y a des gens qui sont amusés donc à faire un corpus avec tous les scénarios de toutes les saisons qui précédaient et de dire à la machine, bah maintenant tu apprends et tu m'écris la suite. Donc oui, ça a été fait, ça donne un résultat qui est ce qui est. C'est-à-dire que en surface, le résultat, il paraît pas mal. C'est lisible,
Il y a des phrases qui font même sens. On retrouve les personnages. Dans Game of Thrones, les personnages meurent assez facilement. Bon, bah, il y en a qui meurent, c'est clair. Donc ça fonctionne, mais en surface seulement. C'est-à-dire que si on lit vraiment attentivement, on se rend compte que les phrases ne se suivent pas vraiment et que ça manque de cohérence et que on voit bien que c'est un vernis et que si on gratte un peu le vernis, il n'y a rien en dessous. Mais disons que c'est bluffant, quoi. Ça a été fait aussi pour refaire un Shakespeare avec le style des pièces de Shakespeare, donc que l'on a tout en corpus, hein. Et puis dans plein d'autres domaines de l'IA, en images par exemple, on fournit à la machine toutes les peintures de tel peintre et on lui demande de faire un nouveau portrait dans le même style. Et ça donne des résultats qui sont impressionnants, quoi. Ça bluffe, hein, très, très franchement. Ouais. Mais bon, c'est un vernis, quoi. Si on gratte, il n'y a pas grand chose derrière. C'est du mimétisme, c'est de la répétition. Voilà. Ce sont des choses simples.